Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Pédagoscope. Le concept, il est super simple. Une problématique pédagogique qui sera abordée lors de chaque émission par un professionnel, un expert dans le domaine. De l'école à la maison, Renaud Camelon et moi-même tenterons de vous donner des pistes concrètes, tant pour les professionnels de l'éducation que pour les parents. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette émission, la place du jeu éducatif dans l'apprentissage de la langue. On abordera cette thématique en 3 parties. On se questionnera d'abord sur la place du jeu dans la classe et puis on ira à la maison pour voir comment on peut adapter justement l'utilisation du jeu pour les parents. On terminera enfin avec notre petit coup de cœur et une présentation très concrète d'un jeu éducatif par notre invité. Salut Renaud. Bonjour Sophie. Et bonjour François. François, merci d'être là. Merci d'être venu de France. François, on t'a invité parce que tu es quand même Monsieur Jeu Éducatif, Monsieur Casse Family, hein, c'est une maison d'édition que tu as créée qui fournit une panoplie de jeux éducatifs. Et donc, tu es un peu notre expert dans ce domaine-là. Donc, on aura le plaisir de te voir plusieurs fois. Et je vais te titiller parce que tu me connais, je ne peux pas m'empêcher. Vraiment, le jeu éducatif que tu nous apportes aujourd'hui dans l'apprentissage de la langue et dans l'enseignement, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce qu'un enseignant peut se dire « j'ai le temps réellement d'utiliser le jeu éducatif dans ma classe » ? Alors en fait, le jeu éducatif, c'est l'un des moyens que l'enseignant peut utiliser dans sa classe. Il y a beaucoup d'autres supports, mais c'est un moyen qui est différent par rapport aux autres, c'est un moyen qui est ludique. Les enfants aiment beaucoup jouer. Il faut leur présenter d'abord le support comme un jeu que comme un travail. Et effectivement, il y a de multiples jeux des jeux de société, on peut jouer sur feuille, on a des jeux de rôle, etc. Moi, je me suis spécialisé dans le côté jeu de cartes qu'on peut emmener facilement dans la poche, autant pour une école que pour une logopède, ou pour les avoir facilement en famille. Et le fait de proposer des jeux, ce sont des supports différents. On peut les mettre au début d'une séquence de cours pour faire découvrir une notion. On peut les mettre aussi au milieu, quand le professeur a fait sa leçon pour voir si l'enfant a bien acquis ce qui a été dit. Et on peut le mettre après, quand l'enfant veut jouer avec justement d'autres enfants, d'autres camarades, pour voir si vraiment il s'est bien entraîné, il est prêt à écouter. Par contre, le jeu ne peut jamais être utilisé comme un moyen de notation. Le jeu n'est pas un contrôle, sinon on perd le côté plaisir. Mais est-ce qu'il est vraiment plus efficace? Enfin, tes jeux sont quand même, après tu me corriges, plutôt des exerciceurs. Est-ce qu'ils sont vraiment plus efficaces que la belle feuille d'exercice que moi j'aimais tant quand j'étais jeune et que j'étais en culotte courte? Alors, il y a les enfants qui sont déjà très doués, qui aimeront tout. Il y a ceux qui sont moins doués, pour qui effectivement la feuille fait peur. Alors il y a des jeux aussi qui peuvent être très efficaces sur feuille, hein, le coloriage magique, les labyrinthes, etc. peuvent aussi très bien marcher sur feuille. Par contre, le côté manipulation est intéressant pour l'enfant qui a vraiment besoin de comprendre, de manipuler. Tous les enfants kinesthésiques en ont besoin. Et effectivement, ça peut être un bon support, et un support plus ludique qu'une feuille. Quand moi je vais en classe pour proposer, soit vous faites sur feuille, soit on joue avec un jeu de cartes, tout le monde choisit le jeu de cartes. De toute façon, je suppose que l'idéal, ça reste quand même de varier aussi les supports. Tout à fait. On a le support, donc jeu de cartes, quand on veut le faire par petits groupes. On a le support après, effectivement, je dirais sur feuille, si on veut faire des activités chacun dans son coin. On peut avoir le support numérique, qui soit autant sur ordinateur, sur tablette ou sur vidéoprojecteur. Et effectivement, nous, on a aussi une gamme de jeux éducatifs en version numérique, où là, l'enfant peut soit s'entraîner tout seul, justement, soit chez lui, soit à l'école, soit on peut aussi s'entraîner tous en même temps, et là, c'est le support, effectivement, numérique qui est plaisant quand on l'a au tableau. François, moi, ce qui me fait peur, et tu sais que j'ai été enseignant en secondaire, mais je suis formateur, c'est tes jeux, ils se jouent à quoi? 2, 4, 6 participants, 6 joueurs. En tant qu'enseignant, on a une classe de 24, 26, 28, voire plus quand on n'a vraiment pas de chance. Est-ce que c'est vraiment possible d'utiliser et de lancer autant de jeux? Comment va-t-on fonctionner pratiquement en classe? Alors on a effectivement, au début, la peur des professeurs, c'est comment vais-je gérer le jeu en classe? C'est l'un des premiers freins. Comment vais-je gérer par rapport à mes collègues? C'est l'un des deuxième frein. Donc le but, c'est que le jeu fasse pas trop de bruit, évidemment, pour pas déranger ceux qui sont à côté. Après, il y a 2 solutions. Soit l'école a dit, ben voilà, on veut vraiment que tous les enfants jouent en même temps dans une classe.
Et dans ces cas-là, on va se donner les moyens d'acheter plusieurs exemplaires d'un même jeu. Donc si on est 24, moi je conseille 4 enfants par jeu pour que ça fasse le bouger le moins possible. Après, si la classe dit le jeu est très intéressant mais je ne peux pas le financer en 6 exemplaires, moi je propose la règle 1 pour tous qui se joue quasiment avec tous mes jeux. Le professeur prend les cartes avec les défis, dans ce style-là. Chaque enfant a une ardoise Velleda devant lui avec son crayon. Et là, j'annonce aux autres enfants, la sorcière prépare une potion, sorcière. Donc dans ce jeu-là, il faut trouver la bonne classe grammaticale. L'enfant prend sur son ardoise son crayon, il le note. Quand je dis lever, l'enfant note et montre ce qu'il a noté. Et comme ça, le professeur peut voir directement qui a mis la bonne réponse, qui ne l'a pas mis, pour faire réagir potentiellement pourquoi l'enfant s'est trompé, etc., quel était son raisonnement. Pendant ce temps-là, tous ceux qui ont bon vont mettre un petit rond. Comme ça, les enfants sont tous contents, ils comptent leurs points. C'est pas le plus rapide qui gagne, donc on peut être nombreux, même si on n'est pas très rapide, et gagner des points. Et le professeur peut très très vite voir quels sont les enfants qui ont des difficultés sur ce sujet. Ok, alors là tu commences à arriver à me convaincre, il faudra encore un peu de travail quand même, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est une problématique. Et la problématique c'est l'apprentissage de la langue comme Sophie nous l'a énoncé. Et moi je vais un peu la préciser parce que j'ai envie de t'embêter. On est parfois confronté en tant qu'enseignant à un public de primo-arrivants, à des enfants qui sont tout gentils, tout mignons, mais qui viennent parfois d'arriver en Belgique, qui parlent une autre langue, qui viennent de Syrie ou d'un autre pays. Donc les enseignantes et les enseignants doivent leur faire acquérir le plus rapidement possible le vocabulaire pour pouvoir comprendre ce qu'on leur demande tant à l'école qu'en dehors de l'école. Est-ce que réellement tes jeux sont pertinents? Parce que moi je rencontre énormément d'enseignants qui sont un peu désespérés. Alors en quoi tes jeux, ou certains de tes jeux, sont pertinents? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous en présenter un de manière un peu plus concrète pour qu'on perçoive vraiment comment ça fonctionne? Alors effectivement, quand on commence, on arrive en France et qu'on connaît pas des fois le même alphabet, donc on ne parle pas du tout la langue, la première chose c'est que de toute façon, l'enseignant ne pourra jamais enseigner à ces enfants-là en même temps que tous les autres de sa classe. Il n'aura pas le niveau. Donc on les met souvent plus par petits groupes. Et après, on peut faire travailler d'un côté l'oral et le vocabulaire. Donc là, on a le carnaval des mots qui présente les images, justement des principaux objets, ça peut être de la maison, de la nourriture, etc., pour que l'enfant acquiert à force de jouer et mette un mot entre l'image, effectivement, et le mot français. Après, on a des jeux pour apprendre la lecture, donc on aura des jeux sur les sons, des jeux sur les syllabes, des jeux sur les mots. Et après, effectivement, quand l'enfant a acquis à la fois la lecture et la base, un minimum, on aura des jeux sur la conjugaison, l'orthographe ou la grammaire. Donc là, j'ai présenté un jeu qui n'est pas le premier qui va être mis pour les primo-arrivants, mais c'est l'un des jeux qui est le plus vendu en français. Pourquoi? Parce que des jeux sur les classes grammaticales, il n'en existe pas d'autres. Et c'est bien pour ça qu'on m'avait demandé mais François, excuse-moi, mais tu vas nous présenter, et ça m'intéresse vraiment parce que celui-là, je ne le connais pas, un jeu sur les classes grammaticales. Tu sais que moi j'aime bien jouer, mais à des jeux que je peux jouer avec des amis. Hein, on va être honnête. Ici, je t'ai amené Draw and Roll, je ne sais pas si tu connais. C'est un jeu de vocabulaire. C'est pour ça que je l'ai amené. Un jeu où on a des dés vierges en plastique et on va dessiner. Je te dis maison et tu vas pouvoir sur chacune des faces du dé dessiner les images mentales qui deviennent par rapport au mot maison et qui vont permettre aux autres joueurs de trouver. Moi, je trouve que pour apprendre du vocabulaire, il faut passer par des images mentales, par le dessin, etc. Alors là, je vois ton jeu de cartes, je vois des belles illustrations, mais je vois aussi quand même du texte, etc. Et moi, ça me fait un peu peur, quoi. Ah ben oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses. Alors moi, j'aime bien les jeux où je lis. J'aime beaucoup moins les jeux où je dessine, parce que je ne suis pas très très bon dessinateur. Et quand j'étais petit, j'étais encore plus mauvais. Donc ceux qui sont très bons en dessin vont être ravis de pouvoir dessiner. Les adultes qui n'aiment pas le français spécialement vont être ravis de dessiner aussi. Après, il faut aimer dessiner et pour certains, il faut se faire une image mentale. Et il y a des enfants qui n'ont quasiment pas d'imagination. Quand on leur demande, moi, dessine-moi une table, très peu vont vous dessiner une table rectangulaire. Ils vont faire la table qu'ils ont chez eux. En même temps, ne te laisse pas perturber non plus par ces questions, parce que moi j'ai vraiment envie de découvrir en fait le jeu dont tu parles, parce que moi j'étais professeure de français, donc je pense que je te rejoins quand tu dis que la grammaire, c'est quand même pas la matière la plus, je dirais, la plus motivante pour les ados. Donc vas-y, présente-nous ce jeu. Donc ce jeu-là, j'ai vraiment envie, moi. Merci Sophie en tout cas pour ce compliment.
Non, ce jeu-là avait été demandé par des professeurs de primaire, mais il avait aussi demandé par des secondaires, et aussi, on y pense un peu moins, pour les Français, enfin, je dirais les personnes qui ne parlent pas le français, qui l'apprennent, et les Français en langue étrangère ont besoin des mêmes supports. Donc pour ce jeu-là qui s'appelle Grammy-Cats, on a deux niveaux. On aura le niveau où on aura des mots à trouver au niveau de la classe grammaticale, et quand on les aura un peu mieux maîtrisés, on aura des phrases. Donc pour répondre justement, quand on a des enfants qui ne maîtrisent pas les phrases, au début on demande juste le mot. Là nous avons le mot cactus. Le principe est simple, c'est un jeu coopératif, donc même si un enfant est primo-arrivant, il jouera avec tous les autres de son groupe. Donc une classe multiniveau, c'est tout à fait approprié. Tout à fait. En primaire, on retrouve de plus en plus ça. On peut les mettre justement, les mettre exprès par niveaux différents ou niveaux identiques en fonction de ce que veut le professeur. Le jeu est simple. Nous avons un voleur qui est sur le point final. Le but du voleur est d'aller jusqu'à la locomotive. Nous, on doit défendre le train. Donc, on vous propose le mot cactus. Donc, le premier enfant prend le mot et doit essayer de trouver quelle est la bonne nature, le pronom, le verbe, déterminant, adjectif ou non. Donc, il va proposer, mettons, que le cactus est dans le wagon des noms. L'avantage, c'est que ce jeu est autocorrectif. Comme ça, même si le professeur n'est pas là, l'enfant peut vérifier. Là, il regarde, le mot cactus est bien dedans, donc le groupe a gagné, le voleur ne peut pas avancer. Et le joueur suivant retourne une deuxième carte. Là, par exemple, si j'ai des, et l'enfant me dit « Oh, ça doit être un adjectif », il retourne « Ah, ça c'est pas de chance, le des n'est pas dessus ». Ça veut dire que l'enfant s'est trompé, donc là, les autres peuvent lui dire « Ben non, tu t'es trompé, c'est un déterminant », donc là, potentiellement, on peut le corriger, vérifier que c'est bien un déterminant. Par contre, comme l'enfant s'est trompé, le voleur avance une case d'un wagon, et le but, en général, on va donner au début, pour ceux qui découvrent, une dizaine de cartes, pour les plus forts, tout le jeu. Si à la fin, quand toutes les cartes ont été posées, le voleur n'a pas atteint la locomotive, tout le monde gagne, sinon tout le monde perd. J'ai remarqué que dans des jeux, il y avait plusieurs règles, des règles assez similaires, hein, quand on joue à 2-3 de tes jeux, on comprend un peu comment on peut jouer à une nouvelle boîte. Est-ce que justement, au niveau des parents et au niveau de la famille, ces jeux sont facilement utilisables? Et Sophie, peut-être, tu pourrais nous aider aussi à essayer de comprendre, toi qui accompagnes beaucoup d'enfants justement à domicile. Moi, ce que je trouve déjà intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il y a une partie autonome. Donc, qu'on soit en classe ou qu'on soit à la maison, finalement, on va pouvoir jouer seul. L'enfant peut jouer tout seul. Parce que c'est vrai que nous, on s'intéresse aux enseignants. Il y a eu pas mal de questions sur comment le mettre en place en classe. Tu as parlé de différenciation. Après, à la maison, comment est-ce qu'on adapte tout ça à la maison? Tous tes jeux, on peut y jouer en famille, on peut jouer à la maison sans problème. Voilà, alors les jeux ont été créés au départ justement pour que les familles puissent aussi les avoir à la maison. Alors la majorité ne se joue pas forcément à un seul joueur. Là, l'enfant peut jouer seul, mais effectivement, ce qui lui plaît en général, c'est un jeu de société par définition, donc c'est de jouer avec quelqu'un d'autre, au moins une autre personne. Donc là, il peut, s'il le souhaite, s'entraîner en jouant tout seul. Après, c'est facile à mettre en place. Effectivement, dans mes premiers jeux, des fois, j'avais mis 3 ou 4 personnes, et les logopèdes m'ont dit « mais moi, je n'ai qu'une personne ». Ou les familles monoparentales me disent « oui, mais je suis toute seule ». Donc, on a à chaque fois maintenant, dans toutes nos règles, ça sera de 2 à 4, voire 6 joueurs, et il y a toujours plusieurs règles. Depuis que j'ai créé cette gamme-là, il y a toujours des règles qui vont revenir. Il y aura la règle des défis, la règle du Memo-Cats, la règle du Misty. Ce sont des règles en général, en 30 secondes, on les comprend. Le but, c'est de les mettre très rapidement en place à l'école ou à la maison. Et que quand on connaît un jeu, par exemple comme Grammy-Cats, on peut jouer quasiment aux 3/4 de ma gamme, puisqu'on connaît déjà. Et si certains ont des doutes sur le départ, il suffit d'aller sur le site internet, catsfamily.net, aller sur la page du jeu et regarder la vidéo. Effectivement, là, il y a 7 règles. La vidéo présentera les 7 règles du jeu. Mais c'est vrai que Renaud, tu as abordé la question du timing en classe. Je pense que la question se pose aussi à la maison, parce que les parents n'ont pas toujours tout le temps nécessaire pour s'installer. Donc c'est chouette de savoir que c'est des règles qui sont assez simples, qu'au final, on peut mémoriser ces règles. On a joué 1 fois, 2 fois, on est très vite familiarisé avec les différentes règles du jeu, et donc on gagne du temps. Voilà, et puis il y a des règles en fait que tout le monde connaît de base presque. On aura le jeu du Misty Gris, que nous on appelle le Misty, le jeu du Memo-Cats, le Memory qu'on appelle le Memo-Cats. Il y a déjà des règles en fait qui sont déjà connues par les enfants, parce qu'elles sont jouées à la maternelle ou à la maison, en primaire, etc. Donc on a repris certaines de ces règles simples pour que tout de suite les gens puissent y jouer facilement sans dire « je ne sais pas comment y jouer, c'est compliqué ».
Et il n'y a pas de durée à tes parties en réalité. On fait la durée que l'on veut en fonction du temps que l'on a C'est ça. en tant que parent. En classe, on nous dit, ben voilà, si j'ai 10 minutes, je joue en 10 minutes. Si j'ai 1 heure, je pourrais jouer 1 heure à différents niveaux, différentes parties, etc. Le but, c'est que l'enfant soit content d'y jouer, que le visuel lui en donne envie. Effectivement, quand on voit, on se dit, j'ai un jeu sur le thème du western. Si l'enfant lui présente d'abord, j'ai un jeu sur le thème du western, on va pas dire, on va travailler avec les classes grammaticales. Le but, c'est vraiment de dire à l'enfant, on va jouer. Si l'adulte y croit, l'enfant y croit aussi. Mais ça, c'est important aussi parce qu'effectivement, jouer en grammaire, on le disait tout à l'heure, c'est pas super motivant. Par contre, le fait de jouer, ça, c'est amusant. Le côté ludique, il doit être plus présent à la maison qu'en classe. On doit encore plus insister là-dessus pour éviter de ramener l'école à la maison. Alors, le côté ludique, à la maison, il y est souvent parce que l'enfant, il se dit, à l'école, je travaille, à la maison, je joue. Donc là, régulièrement, si le parent dit, je vais jouer, l'enfant y croit tout de suite. Si à l'inverse, l'enfant va à l'école, il dit, mais là, je suis là pour travailler. Donc certains enfants en difficulté vont se dire, ça va pas être une bonne journée, je vais passer ma journée à travailler. Si le professeur dit, regardez, j'ai acheté un nouveau jeu, on va pouvoir y jouer, l'enfant dit, oh, ça va être super, aujourd'hui, finalement, on va pas travailler, on va jouer. Donc il va acquérir des notions, mais il ne voit pas toujours, en fait, qu'il a réellement travaillé. Pour lui, ce sera du jeu. C'est de l'apprentissage camouflé, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. C'est ce qui plaît aussi aux professeurs, qui ont des fois peur de dire, les enfants vont se rendre compte que finalement, ils vont travailler. Si on dit on va jouer, qu'on a des petits challenges, en plus c'est un jeu coopératif, tout le monde gagne ou tout le monde perd, il n'y a pas la peur de perdre par rapport aux autres. Moi, ce que je trouve sympa dans tes jeux que j'ai testé avec des enfants, au départ, j'étais pas fan, comme je t'ai dit, mais j'ai bien dû constater que les enfants, en réalité, ils demandent peu de choses pour avoir du plaisir. Il y a le côté interaction, il y a le côté collaboration, compétition en fonction des règles, etc. Et ils oublient à un moment, il faut peu de matériel pour oublier un moment dans quel environnement on est, du fait qu'on est dans l'école ou que c'est papa qui nous a demandé peut-être de faire des exercices et de travailler ou de jouer, justement. Je pense effectivement que le vocabulaire qu'on va utiliser en tant que parent ou en tant qu'enseignant est très important. Tout à fait. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on avait créé avant un autre jeu qui s'appelle Conjucats. Et quand moi, je l'ai fait tester donc avec des élèves de secondaire en grande difficulté, au début, le professeur dit « mais ça passera pas ». Donc je lui dis « on va pas commencer par la conjugaison avec des élèves en grande difficulté. On a d'abord fait un jeu sur les additions. C'était la même règle. Là, ils se sont dit « ça, on les maîtrise, on n'a pas peur ». On a passé après aux multiplications, donc le professeur de maths était ravi. Et après, il dit « maintenant, on va passer en conjugaison ». On a fait d'abord 1 heure avec des jeux simples, pour les mettre en confiance, pour dire « je connais un petit peu la conjugaison ». Et après, on a fait la version rapide, qui est la version ce que j'appelle Identicats, qui est très basée un peu sur le style du Jungle Speed. Là, à l'époque, tous les enfants connaissaient, donc quand je leur dis « on va jouer à Jungle Speed », même si c'est la version conjugaison, le cerveau est sur Jungle Speed. Et quand la récréation a sonné, personne n'est sorti. Donc le professeur s'étonne et me dit « mais la récréation a sonné, vous devriez sortir ». Et là, un enfant se retourne vers le prof et dit « mais on n'a pas fini notre partie, donc on ne peut pas partir ». Donc c'était absolument ça. Si un enfant ne s'arrête pas de jouer un jeu sur la conjugaison alors qu'on est dans un lieu obligatoire, sur un temps obligatoire, c'est que pour lui ce n'est plus un travail, c'est vraiment un jeu. Donc ici, par rapport à notre problématique de départ sur la maîtrise de la langue, donc le Grammicats pour les classes grammaticales, le Conjucats pour la conjugaison. Je vois qu'il y en a encore un petit qui est caché derrière. Tu vas nous en parler aussi ou... En fait, là, voilà, j'ai amené quelques jeux parce qu'effectivement, j'ai d'autres jeux qu'on a mis derrière. On a différents jeux sur la grammaire. On a des jeux, effectivement, Carnaval des mots qui a été fait exprès sur le vocabulaire. Et on avait fait aussi une gamme de jeux qui s'appelle donc Orthocats. Donc là, j'avais présenté celui-là, il vient d'être fait. Donc là, on a pris le thème de l'équitation, c'est un thème qui plaît autant aux filles qu'aux garçons. Et c'était en fait sur les homophones grammaticaux, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre pour tous. Et on avait un peu, dans le jeu, on a une règle, c'est une course de saut d'obstacles. Et du coup, les obstacles, c'est les obstacles grammaticaux, les obstacles de l'orthographe. Et ce qui plaît aux enfants, c'est que quand ils voient la boîte, ils disent pas « oh, on va jouer à un jeu d'orthographe », c'est « on va jouer à un jeu d'équitation, on va avoir des chevaux, on va avoir du matériel d'équitation à collectionner ». Et le but, c'est toujours de donner envie déjà à l'enfant d'ouvrir la boîte pour y jouer. Et on a toute une gamme, autant numérique que de jeux de cartes qu'on peut jouer à la maison. Tu peux me la donner justement pour que tu me donnes envie. Donc voilà. Et quoi, il vient de sortir celui-là ? Donc celui-là, en fait, il a été édité en 2007 ou 2008, et la nouvelle édition est arrivée en 2019. Effectivement, le challenge, en général, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut mettre pour faire joli.
Et un jeu très compliqué sur l'orthographe, qui sont les mots invariables. Les gens vont dire, oh là là, les mots variables, c'est pas intéressant. Donc on a choisi le thème des montgolfières. Et c'est chouette, il y a beaucoup, je vois qu'il y a toute une série d'images. Voilà, là on a demandé à des spécialistes en équitation qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme objet vraiment pour qu'un enfant qui fait de l'équitation me dise « Ah, vous avez vraiment cherché aussi dans le thème et pas juste c'est pour faire semblant. » Ah, je te remercie. Et je voulais aussi, tu m'as parlé juste avant qu'on commence cette émission, d'une petite expérience que tu avais au niveau de l'Algérie. Et je trouvais intéressant parce que tu travailles en réalité l'apprentissage de la langue en Algérie avec le jeu. Et tu peux juste, on met vraiment en 3 secondes, hein, nous expliquer un peu ce que tu as constaté. Donc en fait on m'a proposé de faire donc, du coup de ma gamme en Algérie. Et alors, il y a des enfants de toute façon qui ne parlent à peine le français, mais il y a aussi beaucoup d'adultes que j'ai vus qui parlaient très peu français. En Algérie, les gens ne connaissent même pas le terme jeu de société. Ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était. Donc le but, c'est de leur expliquer qu'on peut jouer ensemble en famille ou à l'école, de leur proposer le même support. Donc là, les enfants sont ravis parce qu'eux, ils ne connaissent même pas le jeu en classe. À partir du moment où on les fait jouer en classe, quel que soit le niveau, on retrouve la même chose qu'en France. Ça veut dire que quand on arrête, la sonnerie retentit, les enfants ne sortent toujours pas parce qu'ils sont toujours en train de jouer. Et le but, c'est vraiment de dire on va jouer, on va apprendre. En fonction du niveau, effectivement, j'ai même créé un jeu pour les tout jeunes enfants qui apprennent à la fois la langue arabe et la langue française. Donc un jeu qu'on peut même jouer pour ceux qui ne savent pas encore lire. Et là, le but, justement, c'est de dire j'ai toujours plusieurs règles de jeu, plusieurs niveaux de jeu, et c'est toujours pour faire le plaisir de jouer ensemble, développer aussi notamment l'attention auditive quand on écoute et l'attention visuelle quand on joue. C'est chouette parce que c'est vraiment le même type public, hein, entre le fait que tu accompagnes des familles, des personnes en Algérie et nos primo-arrivants qui n'ont pas l'habitude justement aussi du jeu de société. Et puis c'est chouette parce que ça traverse vraiment les générations, parce que tu parles des tout petits qui ne savent pas lire, mais tu parles aussi des plus grands, tu parlais des homophones. Les homophones, sorry, mais en secondaire, il y a quand même beaucoup d'adolescents qui ne sont pas encore au clair avec les homophones, et on peut en parler à l'école primaire aussi, donc je trouve ça assez chouette que ça traverse vraiment les âges. Sophie, je vais te reprendre l'écart parce que je pense que je vais garder le jeu. Merci François. Alors François, on a instauré une petite tradition dans cette émission, on termine toujours par le coup de cœur, par rapport donc ici à notre thématique du jeu pédagogique pour l'apprentissage de la langue. Est-ce que tu peux nous donner vraiment le petit coup de cœur, le jeu qui t'a marqué, que tu as envie vraiment de présenter et que nos auditeurs puissent retenir? Alors, effectivement, j'avais montré 2 jeux. Un jeu pour faire raconter des histoires aux enfants, même pour les non-lecteurs, puisque c'est des images. Mais là, quand je suis allé voir des primo-arrivants, on m'a dit, voilà, un établissement m'a dit, il faut vraiment, on a des primo-arrivants, ils ont beaucoup de mal. Je dis, mais dans ces cas-là, celui-là, pour moi, c'est vraiment de loin le meilleur, parce qu'il peut se jouer, il est ni maths ni français, donc il fait même pas peur aux enfants ou aux adolescents qui viennent de l'étranger ou aux adultes. Et il va beaucoup travailler sur le langage. C'est 6 jeux indépendants qui vont parler sur le langage, sur la motricité, sur le schéma corporel. Et l'enfant doit apprendre à écouter une consigne en français, mais après aussi on le fait devenir créateur et acteur de consignes. Et là en général on se rend compte que même pour des adultes, créer une consigne c'est même plus compliqué que la suivre. Donc ça c'est vraiment un jeu qu'on conseille en famille, parce que c'est vraiment le jeu où on va se rendre compte que quel que soit notre âge, on pourra toujours y jouer. On va terminer sur cette super belle dernière phrase, quel que soit l'âge, on peut jouer. Alors un tout grand merci François de nous avoir accordé un petit peu de ton temps et de nous avoir présenté tous ces jeux. Merci Renaud pour tes interventions pertinentes. Merci François à toi et à bientôt en tout cas. À bientôt, merci à vous. De notre côté, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. J'espère en tout cas que cette émission vous aura inspiré de bonnes pratiques pour la classe et même pour la maison. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Pédagoscope pour de nouveaux conseils et de nouvelles vidéos. À bientôt.